Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'un autre livre que je viens de terminer. Il s'appelle Les espions du président, un livre écrit par Antoine Isambard et Pierre Gastineau. Alors, Antoine Isambard et Pierre Gastineau font partie d'une revue qui s'appelle Intelligence Online, un site internet, quoi. Où il parle des services secrets, des actualités des services secrets, du monde des affaires, des maîtres espions dans tous les continents du monde. C'est une revue payante, quoi. Donc ils ont accès à des sources humaines. Donc ils sont un peu bien informés, quoi. Plus qu'informés, plus qu'à la moyenne normale. Donc ils ont écrit ce livre, à deux, je suppose, quoi. Donc c'est des secrets échecs du renseignement sous Macron. Alors moi je l'ai lu, donc il fait en format EPUB, format tablette, c'est ce que j'ai lu. 163 pages, moins la préface, moins les remerciements, le lexique, le jargon des services secrets. C'est le livre le plus rapide du monde que j'ai lu, quoi. J'avais jamais lu un livre aussi vite, quoi. Et donc, je l'ai lu hier soir, quoi, parce que je suis en congé maladie, et donc j'ai eu le temps de lire, quoi, donc j'en profite. Et je pensais pas que c'était vraiment un livre aussi court. Mais bon, c'est pas parce qu'il est court, qu'il n'y a pas beaucoup de pages, qu'il n'est pas inintéressant. Bon, moi, ce que j'ai vu, il y a quelques pépites, dont c'est ça qui va faire ma vidéo, quoi. Donc je vais vous en parler. Il y a des trucs, quand on gratte le vernis dans le livre, qu'on découvre qui sont intéressants dans le monde du renseignement. Ça, c'est bien de savoir un peu, quand on voit l'actualité et la réalité des faits, pourquoi tel politique fait ceci, fait cela. Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qui se passe un peu dans les services secrets de la DGSE, DGSI, qu'est-ce que pensent certains personnages, voilà, quoi. Et en fait, ce livre, quand j'ai commencé à le lire, je me suis un peu endormi, parce que le début, c'est du blablabla de singe, quoi. Vous allumez la télévision, vous voyez ce que vous voyez à la télévision, vous lisez dans le livre, quoi. Mais la partie qui m'a intéressé dans le livre, c'est tout ce qui est la partie Afrique, avec la DGSE, les agents de renseignement de la DGSE sur le terrain, qu'est-ce qui se passe avec Wagner, tout ça. Donc on voit qu'en Afrique, la DGSE, elle est pas mal implémentée. Je vais vous raconter ce qui se passe en Afrique avec la DGSE en fonction du livre, quoi. Donc je vous explique maintenant les parties. Donc on a aussi une partie politique intérieure, avec les services secrets, Gérald Darmanin, qu'est-ce qu'il fait. Ça, je vais vous expliquer aussi. Et puis, la dernière partie, c'est un peu moins glamour, un peu moins intéressant, quoi. Mais voilà, quoi. Donc, je vais vous raconter le livre, ce que je trouvais le plus intéressant à partager avec vous. Voilà, donc, comme je vous ai dit, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de pages que c'est intéressant. Moi, j'ai déjà lu un livre une fois, c'était vraiment con sur la DGSE. L'auteur du livre fait de la propagande pour la DGSE, quoi. Donc, c'était vraiment pas intéressant. C'était un livre de 300-400 pages. Je l'ai dit directement dans une vidéo. Bon, celui-là, il est vraiment court. Et je trouve que c'est vraiment cher pour ce que c'est, quoi. Voilà, quoi. Donc, moi, je l'ai acheté. Les espions du président, c'est ce que je vais vous raconter maintenant. Les meilleures pages. Il y a des sujets qui font vraiment une page et demie, c'est pas beaucoup. Enfin, voilà, quoi. Je suis un peu déçu parce que l'intelligence online pouvait faire mieux que ça, quoi. Et franchement, ils ont beaucoup de sources au niveau de la DGSE, DGSI, tout ça, quoi. Donc voilà, je vous dis, c'est court, il y a quelques phrases, quelques sujets qui sont vraiment courts, mais sont vraiment intéressants, quoi. C'est des petites pépites, quoi, dans le livre qu'on n'entend pas parler à la télévision. Moi, je vais vous raconter ce qu'ils disent, quoi. Moi, j'ai aimé cette partie-là, quoi. C'est ça qui m'intéressait. C'est ce qu'on ne voit pas, c'est ce qu'on n'entend pas, quoi, à la télévision. Dans le livre, ce que je me souviens hier, quoi, quand je l'ai lu, c'est qu'on a une éminence grise qui s'appelle Paul Solaire. Et donc, c'est un capitaine de l'armée du 13e régiment Dragon parachutiste qui a été nommé par le président Emmanuel Macron. Et en fait, donc, c'est le porte-voix du président dans le livre et l'acronyme PR, quoi, pour président. Et donc, en fait, il représente Macron et il rend des comptes à Macron, il parle avec Macron, il a des comptes à rendre à personne. Et on voit qu'en fait, ce canal de discussion entre son capitaine et le président ne convient pas au ministère des Affaires étrangères, aux diplomates, parce qu'en fait, Macron, il aime pas, c'est pas qu'il n'aime pas les diplomates, mais il les trouve un peu trop BCBG, quoi. C'est-à-dire que les diplomates, je ne sais pas si vous avez déjà vu un diplomate, bon, il a l'immunité diplomatique, mais
Il est toujours en costume, il parle avec du jargon diplomatique, donc ça énerve le président parce qu'il ne voit pas de résultat, quoi. C'est juste des discussions avec des argots diplomatiques, voilà quoi. Donc là, en fait, il a nommé quelqu'un, donc Paul Solaire, et il voyage partout dans tous les continents, en Libye, en Afrique, en Russie, tout ça. Et donc c'est un canal qui est ouvert avec le président de la République pour régler des problèmes dans le monde et tout ça, quoi. Donc Macron, donc il faut savoir que le président, il a un peu modernisé le renseignement, ça c'est la réalité, hein. Par exemple, il incite les entreprises privées à travailler avec les services secrets, à créer des pépites technologiques, par exemple pour essayer de remplacer Palantir à la DGSI, avec une autre start-up française, c'est difficile, voilà quoi. Et Palantir est toujours là dans le système de la DGSI. Voilà, et c'est un président 2.0, hein, bon, à part sa politique qu'il mène dans l'État, il faut dire qu'au niveau du point de vue du renseignement, il l'a modernisé, il a donné des moyens, mais c'est pas suffisant par rapport aux Américains. Je ne vais pas vous donner les chiffres, mais voilà, quoi, on est un petit pousset, quoi. Mais un petit pousset qui réussit bien en Afrique, ça il faut le dire, hein, parce qu'on le voit dans les livres, ça je raconterai, quoi. Et donc, voilà. Président 2.0, il faut dire la vérité, on n'a jamais eu un président comme ça de la République. Il fait qu'est-ce qu'il peut pour les services secrets. À la tête des services secrets, il n'a jamais nommé quelqu'un des services secrets. Par exemple, la DGSE, c'est toujours des diplomates. Maintenant, il y a Nicolas Lerner, voilà, il y avait Bernard Rémier. Bernard Rémier, lui, il a été éjecté du siège parce qu'il était nul sur l'Afrique, hein, avec les coups d'État, là. C'est des pays qui sont des dictateurs. On voit aussi dans le livre, par exemple, en Afrique, comment il s'appelle ce président? Je reviendrai plus tard, quoi, pour cette histoire-là, parce qu'en fait, c'est pas dans le premier chapitre du livre. Je raconterai l'histoire, ce qui s'est passé dans le coup d'État dans ce pays-là. Mais il faut dire qu'il a fait rentrer l'OSINT avec la DGSE. Ils ont mené quelques opérations. En fait, les services secrets, ils sont pour l'offensif, mais Macron, il veut pas. Il veut pas de l'offensif, quoi. Et alors, on voit aussi que la DGSE, ils ont peur de la Russie, de la Chine. Ils font pas de l'offensif, alors que la DGSE propose des missions offensives pour barrer la route à la Chine, hein, parce que vous savez que pour les États-Unis, la Chine, c'est l'ennemi numéro un, parce que c'est une dictature. C'est du communisme, enfin du communisme déguisé en capitalisme, quoi. Parce qu'avec les communistes, il faut se méfier, quoi. Et donc, il y a de l'offensif de la part de la DGSE, mais l'État ne veut pas. C'est bizarre, hein, parce qu'il ne faut pas être timoré, hein, parce qu'on peut avoir des alliés, hein, dans l'offensif. Hein. On peut mener des opérations avec les États-Unis. Donc, on voit aussi dans les livres qu'il y a certaines opérations qui sont menées avec le Mossad contre l'Iran, offensif, hein, dans le domaine des services secrets, c'est ce qu'on lit dans le livre, mais on ne dit pas lesquels exactement, quelle mission la DGSE a rempli. Alors, ils ont été sur le territoire iranien, avec le Mossad, ou je ne sais plus quoi, ce que j'ai lu, quoi. Mais c'est écrit dans les grandes lignes, hein. Donc c'est à vérifier. Donc moi, je ne sais pas, quoi. Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai lu, quoi. Donc Paul Solaire, lui, il fait les bons offices pour le président. C'est un canal de discussion vers directement du président à lui et aux interlocuteurs étrangers. Il voyage partout, voilà quoi, c'est ce qu'on voit dans les livres, quoi. On va parler de l'Afrique, hein, puisque l'Afrique, il y a un gros morceau dans le livre sur l'Afrique. Alors l'Afrique, qu'est-ce qui se passe avec Macron? C'est qu'il est furax contre la DGSE parce qu'elle ne fait pas son taf. Il pense que les espions de la DGSE, ils sont dans les cocktails, dans les petits fours, qu'ils parlent avec des généraux. Donc il demande Macron à ce que ces gens-là sur le terrain... vous allez voir les couches intermédiaires et pas juste les hauts gradés, les présidents et compagnie, quoi. C'est ce qu'il dit, quoi. Alors, il faut savoir qu'il y a 3 pays où Macron pique des colères, parce que lui, il veut du sang sur les murs. Contre les responsables de la DGSE, contre ceux qui font pas leur taf, quoi. Parce qu'il a raison, hein. Donc, on a 3 pays sur l'Afrique où le président Macron, il n'est pas content, et où il y a une présence française, hein, des bases militaires, quoi, et des espions. C'est le Mali, c'est le Burkina Faso et le Niger. Alors pour le Niger, il y a beaucoup de lignes à écrire. Donc on a un président élu démocratiquement qui s'appelle Mohamed Bazoum. Hein. C'est un fidèle de la France, c'est comme ça que les auteurs l'écrivent dans le livre. Alors au Niger, il y a des problèmes, c'est que en fait la DGSE
à former, équiper les putschistes, celui qui est au pouvoir, là, le gros, là, je sais pas comment il s'appelle ce général, quoi. Parce que c'est un dictateur, hein, celui-là, le nouveau président, enfin, entre guillemets, quoi, le faux président. Et donc, Mohamed Bazoum, c'est un fidèle à la France, hein, comme je vous ai dit, voilà, quoi, mais Macron, il n'accepte pas ça, quoi. Et donc, lorsqu'ils ont dû quitter le pays, les Français, enfin, notre pays a dû quitter la France, quoi, l'armée, tout ça, ben, en fait, on apprend dans les livres que les services secrets, la DGSE, ils ont abandonné le matériel d'écoute, hein, de Thales et d'une autre entreprise, une filiale qui s'appelle Suneris, quoi. C'est ce qu'on voit dans les lignes, quoi. Donc, bah, ça va intéresser les Wagner, quoi, les Russes, pour savoir quel protocole de cryptage, de communication, quels moyens de transmission les services des écoutes utilisent, les écoutes français utilisent, les services d'écoute français utilisent pour communiquer, pour écouter et enregistrer, quoi. Donc c'est ce que je vois, quoi, dans cette partie-là du livre. Je vais vous raconter d'autres sujets aussi, par exemple, il y a eu des coups d'État, hein, comme je vous ai dit, on apprend dans le livre. Les agents de la DGSE, il y en a qui se sont fait emprisonner, hein, comme vous avez vu dans l'actualité, mais surtout, comme il y avait une présence militaire, on pouvait intervenir. Les Français, ils ont les services spéciaux, services d'action, tout ça, ils pouvaient intervenir. Donc la DGSE demande en haut au président, est-ce qu'on peut intervenir pour aider Mohamed Bazoum? Et il y a des flottements, il n'y a pas de réponse. Et du côté de Mohamed Bazoum, le président élu démocratiquement, il dit non, c'est une affaire interne, je vais régler ce problème-là, ben, jusqu'à la catastrophe, quoi. Donc les Français, ils ont perdu le pays, le Niger, et il y a des putschistes, un dictateur, voilà, quoi. C'est comme ça qu'on voit dans les coulisses de l'affaire. Voilà, quoi. C'est un peu fou, hein. Donc on a des soldats français et on ne vient pas à la rescousse d'un président, quoi. Voilà, c'est comme ça qu'on a perdu le Niger. Alors j'ai oublié de dire qu'en fait, donc, comme je vous ai dit, le président il n'est pas content contre le directeur de la DGSE, le big boss, là, qui s'appelle Bernard Rémier. Donc il dira, comme il y a une source humaine, quoi, sécuritaire, qui dit ça aux journalistes, qui dit, comme le relate une source sécuritaire de la Macronie, le discours de Bernard Rémier, le directeur d'alors, consistant à répondre « Ok, on n'a pas vu venir le putsch, mais on est bon, la situation est sous contrôle », devient inaudible. Le dire une fois, ça va, ça peut s'entendre, mais 3 ou 4 fois, non. Ben, en fait, Bernier, là, Bernard Rémier, le big boss de la DGC, il a signé son bon de sortie, quoi, du service, quoi. Donc là, ça commence à bien faire, quoi, avec ce type, quoi. C'est un diplomate, quoi, voilà, quoi. Donc, il va dégager, ça c'était sûr, hein, en lisant dans le livre, quoi. Alors, toujours au Niger, des analyses du service font aussi remarquer l'isolement de longue date de l'ancien président nigérien Mohamed Bazoum, hein, dans les cercles sécuritaires, ouvrant la voie à une déstabilisation qui finalement est intervenue à l'été 2023. De même, au Mali, il est apparu lors de l'audit demandé par l'Élysée après le putsch que dans ses commentaires de notes, la DGSE avait identifié la situation politique et particulièrement propice à un coup d'État. Mais personne ne lit les commentaires. Voilà, quoi. Alors on apprend aussi que depuis l'opération militaire Serval, l'essentiel des capteurs, donc satellites, images, écoute et humains, sources sécuritaires, ils ont fusionné avec l'arrivée de Macron. C'est-à-dire que Macron, lui, il veut réorienter les sources humaines et techniques en fonction des priorités du jour. Par exemple, à ce moment-là, au niveau de ce qu'il demandait Macron au niveau de la DGSE, c'était d'orienter les sources sur le domaine politique. Il voulait savoir qui, quoi, où, comment, discuter avec qui, quoi, où, comment, contre le terrorisme. Le terrorisme, c'est passé en second lieu, quoi. C'est ce qu'on lit dans le livre, quoi. On a aussi plusieurs cadres de la DGSE qui disent que même si avait été tel le cas, la demande d'un pouvoir politique qui voudrait connaître précisément la date et l'heure du lieu de rendez-vous du prochain coup d'État en serait pour ses frais, tant l'événement est aléatoire, sauf à ce qu'il soit fomenté directement par le service aux compétences historiques que le pouvoir rechigne désormais à manier. Donc les cadres, ce qu'ils disent, ce que je vous ai dit, mais eux, ils veulent faire un coup d'État, quoi. Comme à l'époque la France-Afrique, quoi. C'est ce que je lis, quoi. Alors, on a aussi comment la France a perdu la Centrafrique. Vous avez la Centrafrique avec l'autre dictateur Bokassa, le zinzin. Là. Ah ben, là aussi, on a perdu le pays. Et pourquoi? Ah ben, il y avait un président, hein, qui s'appelle
comment il s'appelle, Faustin Archange Touadéra. Et donc, il y avait un plan, c'est-à-dire que le Tchad devait former sa garde militaire, quoi. Et il fallait 250 Kalachnikov, mais il y avait un embargo sur les armes émis par l'Europe, et la France ne voulait pas aller contre la décision européenne, ne voulait pas livrer ses armes. Donc en fait, le président Faustin demandait de l'aide, c'est logique, hein, c'est un pays en guerre avec des djihadistes, des gangs qui font la loi, quoi, dans le pays. On est dans la brousse, hein, c'est un pays immense où il y a du pognon, de l'or, des ressources minières. Donc il demande de l'aide et la France n'agit pas. De nouveau un flottement. Et qu'est-ce qu'il fait Faustin, le président de Centrafrique? Eh ben, il s'adresse aux Russes. Et les Russes lui livrent ses 250 armes et forment sa garde. Ils forment des militaires là-bas, quoi. Donc on a perdu le pays, quoi, à cause des décisions tardives qui ne se prennent pas. Et pour un service secret qui n'agit pas, ben, franchement, c'est bizarre, quoi. Alors en lisant le livre, on comprend qu'il y a un gros problème, hein, avec l'Afrique, quoi. Le PR, comme j'ai dit, c'est l'abréviation acronyme de président. Donc le président Macron, il a une idée. Il veut se rapprocher de Paul Kagame, le dictateur là, rwandais. Là. Alors il faut savoir qu'en fait, ce rapprochement il commence en 2018, si je me rappelle bien, oui, 2018, et va soutenir la candidature de du ministère des Affaires étrangères, Louise Mouchiki-Wabo, pour l'Organisation internationale francophone. Donc la France va l'appuyer, hein, et donc ils vont mettre une commission mixte qui vont travailler ensemble pour promouvoir cette candidature. Mais surtout, ce qui est fou, c'est qu'ils demandent à la DGSE de coopérer avec les services secrets rwandais, qui s'appelle National Intelligence Security Agency, l'acronyme c'est NISS. Donc ils vont devoir échanger des informations. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les Rwandais sont des concurrents, ce sont des clients des services secrets israéliens au niveau écoute, ils achètent du matériel, piratage et tout, et ils comptent en France une communauté Tutsi qui appuie leur action, et donc ils demandent à la DGSE de créer un bureau à Kigali où ils vont échanger des informations, tout en sachant que, comme ils disent dans le livre, je vais vous les lire, hein, ils disent que dans les semaines qui suivent, la demande présidentielle, une délégation de la DGSE est envoyée à Kigali. Et donc, en fait, ils vont devoir collaborer, mais ça ne va pas se faire. Et donc, ce rapprochement, comme nous l'avons pu le révéler, recèle un versant secret. Le président demande au directeur de la DGSE, Bernard Rémier, de lancer une coopération de renseignement avec le Rwanda. Il est même question d'enjoindre le service d'ouvrir très facilement un poste pour échanger avec les services locaux. Les diplomates répercutent la demande au secteur Afrique, c'est le secteur N, qui demande, qui va s'étrangler, quoi. C'est comme si on demandait au KGB la DGSE de collaborer au KGB, quoi. Parce qu'en fait, le Nice, il fait que des entraves en Afrique à la DGSE. Ils sont des concurrents. C'est pas des gens avec qui on coopère, quoi, le Rwanda. Et donc, les services de renseignement rwandais sont leur némésis sur le continent. Placés directement sous la coupe de Kagame, hein, c'est lui qui dirige le service, quoi. Et donc, il est considéré par la DGSE comme le meilleur service africain, l'un des mieux équipés en matériel, blablabla, et surtout les plus véhéments contre la DGSE. Partout où il le peut, le Nice s'échine à faire dérailler les ambitions françaises dans les Grands Lacs, en Centrafrique jusqu'en France. Donc on voit que, en fait, il y a des visites aussi organisées, hein, des excursions pour voir des gorilles. Hein. Là, on récite un voyage qui n'a pas manqué son excursion, comme il se doit, à la rencontre des gorilles, est un grand moment de joyeuse hypocrisie bilatérale. Les Rwandais ont accueilli la délégation de la DGSE. Le sourire aux lèvres lorsqu'ils nous auront demandé en quoi ils pouvaient leur être utiles à la France. Chacun a cru de ne pas pouvoir retenir, s'éclater de rire, quoi. Donc en fait, cette histoire de coopération, elle va faire plouf dans l'eau, quoi. Ça va pas se faire, quoi. Parce que c'est un ennemi de la France, le Rwanda. Surtout qu'on sait que maintenant, là, ils ont attaqué la RDC, la République démocratique du Congo. Ils envahissent le territoire, voilà, quoi. Donc c'était pas un bon plan du PR, quoi. De vouloir s'ouvrir au Rwanda. Déjà, je sais pas comment on peut s'ouvrir au Rwanda. Les opposants politiques, ils ont tous fui en France, en Belgique, dans le monde entier. Il fait partie, le dictateur Paul Kagame fait partie de l'ethnie Tutsi. Il y a eu des massacres et puis la France a un long contentieux avec le Rwanda, avec le Burundi. Hein. Si je me rappelle bien, c'est comme ça, voilà, qu'il y a eu des massacres, voilà quoi. Donc on peut pas venir comme ça du jour au lendemain faire un copain-copain avec les ennemis d'hier, avec tout ce qui s'est passé.
C'est comme si on disait à l'Algérie, voilà, on va ouvrir un poste de la DGSE, on va collaborer avec vous, on va vous donner tous les renseignements que vous voulez. C'est pas possible. Voilà, quoi. Donc c'est un mauvais plan, tout simplement, le Rwanda. Alors, les auteurs du livre ont rencontré pas une vieille connaissance, un vieux espion de la France-Afrique, quoi. Et donc, ils ont rendez-vous, donc ils racontent le rendez-vous, qu'est-ce qu'il dit l'espion français, quoi. Alors, je vous ai dit, c'est un vieux de la France-Afrique, ça veut dire qu'il est pour la colonisation de l'Afrique, quoi, cet espion. Mais on ne le dit pas comme ça dans le livre, hein. Moi, de ce que je lis, de ce que j'entends, j'interprète, quoi, en fonction des auteurs du livre, quoi. Donc il dit, Paris 28 mai 2025, sous une chaleur étouffante, rendez-vous nous est donné à 22 heures sur la terrasse d'un troquet du 16e arrondissement de Paris. L'homme arrive quelques minutes avant, minuit. L'un des auteurs de ces lignes a un vol pour Singapour à 8 heures le lendemain matin, mais le jeu en vaut la chandelle. L'homme qui s'attable à régner durant plus d'une décennie, plus que 2 mandats de présidence sur les services de renseignement d'un pays comptant parmi les plus proches alliés de Paris sur le continent. Il a survécu à moult crises sécuritaires et successions, et dans l'ombre continue d'exercer une influence non négligeable sur les relations entre espions du continent. Sans fil à la patte dynastique ou familiale, ce qui est rare, svelte, portant haut malgré son âge qui avance, il n'a pas sombré dans les délices de Capoue qui provoquent nombre de disgrâces. Le maître espion a accepté qu'on échange cette nuit sur les 8 années africaines du président français et de la DGSE. Lucide, il se lance. Emmanuel Macron a fait un grand pari sur l'Afrique, très intelligent, mais qui est basé sur une grande incompréhension. Il dit compréhension parce qu'en fait, Macron, c'est un jeune président, 2.0, moderne, qui voit le monde, quoi. Il a les services secrets, il fait appel à eux, c'est normal, comme tout président, quand on a des services secrets, d'avoir des rapports, de poser des questions sur des faits et tout ça, quoi. Et donc, il dit... Quand il est arrivé, il a misé sur la jeunesse des pays africains, se mettant à dos les régimes en place, parce que c'est des dictatures, hein. Et sans comprendre que cette jeunesse fantasmée était déjà profondément ancrée dans les récits néo-souverainistes et foncièrement anti-français, parmi les jeunes militaires. Donc ça, je ne sais pas, les jeunes militaires, qu'est-ce qu'ils pensent, mais il faut savoir que dans les pays africains, il y a des dictateurs, la jeunesse, n'aime pas les dictateurs. Personne n'aime les dictateurs. Les dictateurs règnent par la force, par la police, par les militaires, pour faire le mal, quoi. Alors il continue. Donc, notre interlocuteur africain refuse néanmoins le tableau sombre d'une France qui a perdu la totalité du continent. Et donc il dit, ne vous trompez pas, la France ne recule pas partout en Afrique. Elle recule surtout en Afrique francophone. Elle n'a jamais été aussi présente au Kenya, au Mozambique, au Nigeria. Pareil dans les liens du renseignement. Et si l'on compare à la guerre froide, même en Afrique francophone, Paris n'a finalement perdu que 2 pays, le Niger et la Centrafrique. Tout le monde a oublié le Mali, le Burkina et d'autres avaient des régimes pro-soviétiques. Voilà. Et donc il dit, reste convient-il que ce qui se joue va au-delà d'un changement de stratégie. Les leaders du nouveau monde macronien ne parlent plus la même langue que les présidents africains. Ils ne comprennent pas leur enjeu. Au Tchad, en fait, quand il parle d'enjeu, il veut dire que le dictateur veut se maintenir au pouvoir. Et ce qu'il voudrait le mettre espion, c'est que la France, comme à l'époque de Centrafrique, maintient les dictateurs au pouvoir, ce que Macron ne veut pas, quoi. Au Tchad, la visite de Jean-Noël Barrot le 28 novembre 2024, qui a précipité la rupture inéluctable entre Paris et N'Djamena, continue de faire les choux gras des maîtres espions du continent. Dire devant un président et tout son entourage militaire et sécuritaire qu'il faut faire plus de droits de l'homme et lui dicter sa politique étrangère à l'égard d'un voisin, le Soudan, pour conserver le soutien de la France, c'est une faute de goût. C'est ce qu'il dit le maître espion, quoi. Donc vraiment, ce maître espion, il est complètement en décalage de la réalité du monde, quoi. Parce que les gens dans les peuples, ils veulent l'avenir, ils veulent la démocratie, ils veulent se projeter dans le futur, ils veulent construire leur vie. Et ce que propose le maître espion, c'est un exemple de mauvaise gestion dans le monde. Ce qu'il veut, lui, c'est soutenir les dictateurs, consolider le pouvoir des dictateurs, mettre sous emprise le pays à travers des contrats cadres pour capter les richesses pétrolières, minerais, tout ça, quoi. C'est ce qu'il propose, quoi, ça, quoi. Donc, il ne faut pas retenir ce qu'il dit le maître espion. C'est un mauvais exemple, voilà, quoi. Je vous le dis parce que par expérience personnelle, à l'époque de Mobutu, on m'a proposé de travailler pour un homme d'affaires qui était un ex des services secrets, et il me proposait déjà dans les années 90 5 000 € net par mois, mais avec un fusil pointé sur ma tête en me disant que la moindre connerie qui arrive,
c'est ma tête qui va exploser parce que j'avais une garde prétorienne et un 4x4, j'ai vivais dans une villa et donc j'ai pas accepté le poste quoi. Donc ce maître espion là que je vous décris, c'était un blanc qui était ultra millionnaire, il avait une minette de 30 ans, une architecte d'intérieur super belle et il avait proposé ce poste, travailler dans les dictatures, gagner facilement du pognon et mais avec un fusil dans la tête, c'est ce qu'on m'avait dit, c'est ce que j'ai compris quoi. Et en fait, il captait des marchés publics du pays, quoi. Il les donnait aux entreprises françaises. Moi, j'ai vu parce que je ne le croyais pas. Quand je suis venu au bureau, il m'a dit voilà un marché public. Je ne vais pas vous dire lequel, pour 150 000 euros. J'ai vu les documents. Il captait l'argent du pays, les Africains, comme ça, quoi, avec des marchés publics. C'est de l'entrangeant, c'est du clientélisme. Ça existe en Afrique. Je l'ai vu, je l'ai vécu. Mais plusieurs fois dans ma vie, je connais des gens de mon entourage qui travaillent dans des entreprises privées, qui captent les richesses en Afrique, je ne veux pas vous dire lesquelles, et ils se font des faux procès pour extorquer le pays, avec la complicité des dirigeants du pays. Je vous assure, il y a des procès, je ne veux pas vous dire où et quand. J'ai vu les noms, j'ai vu les avocats, tout ce bordel, voilà quoi, ils sont là-dedans. Mais moi, j'ai toujours refusé de participer à ça, quoi. Pour ma conscience, non. Pour développer, oui, avec un contrat de travail, parce que souvent ces gens-là n'ont pas de contrat de travail, ils travaillent undercover pour les intérêts des espions, pour les intérêts des entreprises privées, quoi. C'est ça qu'ils proposent, ce maître espion, c'est continuer la France-Afrique. Voilà. Il faut savoir qu'on a des problèmes, par exemple. Ben Armi, il est là depuis 2 mandats. Il a failli avoir le record de longévité au poste de Big Boss de la DGSE. Et donc Macron lui a dit qu'il allait quitter le service après les Jeux Olympiques, mais finalement il l'a fait dégager avant, quoi. Il n'a pas tort. Il reproche aussi à Bernard Armi au niveau de l'Afrique, c'est que des agents de la DGSE sont fait arrêter et donc ils voient les choses un peu comme la risée du monde entier, quoi. Des agents secrets se font arrêter par des dictateurs, quoi, sur le territoire, quoi. Et donc il était fâché contre la DGSE, quoi, contre le directeur, quoi, de la DGSE, quoi, le big boss, quoi. Donc il arrivait au conseil, donc on raconte aussi dans les livres qu'il arrivait au conseil de défense et disait toujours à Macron tout est sous contrôle. Et c'était toujours la même chose, quoi. Tout est sous contrôle, il n'y a pas de problème. Et donc ça agaçait, quoi. C'est ce que les auteurs du livre racontent aussi, quoi, dans le livre. Et donc un autre problème aussi, c'est que Macron il avait donné une directive à la DGSE, c'est de développer le volet renseignement économique, comme ils font les USA, avoir un support pour les entreprises françaises à l'international. Parce que les Américains font ça, quoi. Et c'est vraiment bizarre, quoi. Moi j'ai toujours pensé qu'ils le faisaient, mais en fait ils le font pas. Et donc là, ils vont se faire prendre au dépourvu au niveau de AUKUS, quoi. C'est des contrats de vente de sous-marins nucléaires à l'Australie. Et donc, en fait, l'Australie va dégager les Français et vont s'associer avec les Américains. Avec les Américains, quoi. Voilà, quoi. Et donc là, il était fâché parce qu'il avait donné une directive dans le plan national pluriannuel ou annuel de la DGSE. Il avait dit, voilà, développer le renseignement économique pour les entreprises, pour les grosses boîtes. Il faut savoir qu'en fait, ce que j'ai eu dans le livre, et aussi dans les magazines spécialisés, c'est que ce volet, il est développé pour les entreprises à l'international, mais il y a certaines entreprises comme Total ne font pas confiance à la DGSE, et donc Total, lui, fait appel beaucoup à des cabinets privés, quoi, sur différents sujets, quoi. Mais dans les livres, on ne raconte pas ça, mais dans les livres, on dit que Macron a demandé de développer le renseignement économique en support, quoi. C'est ce qu'il dit, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'on dit encore voilà, quoi, c'est ce que je vois pour ce sujet-là, quoi, dans ce chapitre. Toujours dans le livre, il y a un problème avec Gérald Darmanin. Alors Darmanin, c'est le ministre de l'Intérieur, vous connaissez le personnage. Alors, qu'est-ce qu'on raconte? Donc en octobre 2022, il y a des violents heurts entre agriculteurs à Sainte-Oline, à cause des méga-bassines qui vont servir d'irrigation. En fait, ce sont des opposants, quoi, parce qu'ils se trouvent à Sainte-Oline face à des gendarmes. Les gendarmes les ont tirés, voilà, quoi, sur les agriculteurs, sur tout le monde, ils tirent, quoi. Et donc sur les opposants aussi. Donc on est à quelques kilomètres de Sainte-Oline, il y a un PC sécurité, où il y a différents services.
ce que j'ai noté. Alors, il y a les agents de la DGSI, la SRT, c'est-à-dire le renseignement territorial, et la SDAO, service d'anticipation opérationnelle de la gendarmerie nationale. Et on entend en fait les gendarmes qui projettent sur le mur, parce qu'en fait il y a des hélicoptères qui filment, on va pas dire la scène de guerre, quoi, qui filment les événements, les manifestations. Et donc on apprend en fait que les gendarmes, je pense que c'est eux ou je sais pas qui, ils disent toujours les adversaires, comme si c'était la guerre, quoi, sur l'écran du PC de sécurité. En fait c'est faux, quoi. On ne dit pas les adversaires, on dit les manifestants. Et donc, on apprend aussi que tous ces services de l'État, ils ont infiltré des associations et des agriculteurs. Donc, ils savaient la stratégie, le développement de l'affaire à l'avance, quoi, parce qu'ils savaient qui étaient les sujets qui manifestaient, quoi, dans les associations. Et là, Darmanin, il joue un double jeu. C'est qu'en fait, il veut politiser l'affaire. Et il les appelle les éco-terroristes. Ceux qui manifestent, ce sont les éco-terroristes. C'est faux. Parce qu'en fait, cette appellation a été retoquée par le Conseil d'État, quoi. Donc, je vous lis un peu quelques lignes intéressantes. Ça fait plusieurs semaines que ces espions sont mobilisés. Grâce à leurs sources dans l'entourage des militants radicaux, ils ont pu alerter en amont les autorités sur l'ampleur du rassemblement à venir et les risques de débordement qu'ils charrient. Tout est dépeint. Les profils des personnes à suivre en priorité, qui sont jugées les plus dangereuses, les nombres de manifestants, le cortège attendu, la stratégie mise en place par le collectif des soulèvements de la terre, les instigateurs de la mobilisation. Ils étaient au courant de tout, mais ils n'ont pas anticipé, ils n'ont pas mis les hommes qu'il fallait, les bons hommes pour canaliser la violence, quoi, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes sur les manifestants, parce que je crois qu'il y en a qui sont blessés par les gendarmes. Alors, le ministère de l'Intérieur Darmanin estime que les modes opératoires d'une partie des opposants relèvent de cette mouvance, bien que cette notion ne soit pas fondée en droit. En fait, le locataire de la place Beauvau, le ministre de l'Intérieur, va faire de la criminalisation de cette menace son grand combat, comme il le prouvera en juin 2004. Et donc, il va demander au gouvernement de dissoudre les soulèvements, ce qui a été retoqué par la justice, quoi. Alors, comme je dis, il politise l'affaire parce qu'il veut se faire voir dans les médias, il veut faire son blabla à la caméra, quoi. Parce qu'en fait, quand il n'y a pas de criminalisation, quand il n'y a pas de discussion sur la matière, il faut fabriquer un ennemi. Et cet ennemi va le faire projeter devant les médias pour se faire valoir. En fait, pour sa fonction, il faut criminaliser tous les sujets, tous les événements pour se faire voir, pour faire du blabla, quoi. Pour montrer à la société qu'il est là pour protéger l'État. Mais en fait, non, c'est pas bien de faire ça parce que quand il n'y a pas d'ennemis en face, il ne faut pas en fabriquer. Hein. C'est comme la CIA, elle en fabrique des ennemis pour toujours avoir des subsides. Ben lui, c'est l'image, c'est l'homme public, voilà quoi. Donc, vous allez voir qu'ils disent les hommes d'en bas, quoi, ceux qui font du renseignement sur le terrain civil. Donc, plusieurs sources contactées par les auteurs ont souvent eu les mêmes mots et évoqué un dévoiement de la démocratie, une instrumentalisation politique ou une politisation du renseignement. C'est ce que Darmanin a fait, quoi. Il y avait à cette époque à Beauvau une volonté de mettre tous les maux de la société sur le dos de l'ultra-gauche et de l'écoterrorisme, confie un fonctionnaire. Les services de renseignement sous la tutelle de Beauvau, sous Darmanin, ont eu également la surprise de voir la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'Intérieur chargée des dissolutions d'associations leur demander de rassembler des éléments sur tel ou tel mouvement. On marchait sur la tête, poursuit une autre source. Normalement, ce sont les services qui font remonter du renseignement que peut utiliser la DLPAG. Là, c'était l'inverse. La DLPAG devenait très politique et nous indiquait la cible sur laquelle elle voulait qu'on travaille. Voilà. Tout est dit, hein. Vous avez compris. C'est fabriquer un ennemi, se faire voir dans la presse, dans les médias qu'on prêtait soi-disant le pays, se faire mousser, quoi. C'est ce que Darmanin il faisait, quoi. C'est très instructif, je trouve, ce sujet. je connais pas le personnage. Il vient de Roubaix, hein, donc c'est une région pauvre. Je sais pas si vous avez déjà été à Roubaix. Moi, j'ai déjà été. C'est un peu le quart-monde, quoi. Voilà, c'est vraiment bizarre que ce type il fait ça, quoi. Il sert pas le pays, quoi, en faisant ça, quoi. Alors, on continue toujours dans le livre, hein. Donc, Darmanin, on l'a vu, il politise les services de renseignement sur le terrain. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il demande des mises sous écoute au CNTRL, comment est-ce qu'on dit? CNCTR, donc c'est l'organisme qui valide les écoutes. Et donc, il demande des mises écoutes sur des simples paysans, des simples militants,
qui utilisent ce mode d'action, manifester en pleine nature contre des méga-bassines que les agriculteurs utilisent pour irriguer des champs. Et donc, ils font rien de mal, ces petits militants. Mais aux yeux de Darmanin, c'est des terroristes, quoi, des éco-terroristes, quoi. Et donc, ils demandent des mises aux écoutes sur des gens qui ne sont pas connus de la justice, qui sont des simples kidam, quoi. Et qui n'y a rien de mal. Et donc, le CNTR va pas accepter de valider des centaines d'écoutes. Et chaque fois qu'il demande des précisions, il raconte, le responsable, qu'il voit des dossiers vides, quoi. Et donc, comme c'est le Premier ministre du cabinet, Elisabeth Borne, qui doit signer ces mises sous écoute, elle aussi, elle n'accepte pas. Elle lui dit niet, 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 tu n'auras pas ces mises sous écoute. Et au final, qu'est-ce qui se passe? C'est que le château et l'Élysée, Macron, lui, va pousser à ces mises sous écoute, quoi. Il va valider tout ça, quoi. C'est ces demandes qui ne sont pas valides, quoi, pour mettre sous écoute, quoi. Donc là, en fait, à la fin, c'est Darmanin qui va gagner contre le Premier ministre. Et le CNTR, lui, il n'a pas fait son job, quoi. Donc, il va valider des dossiers légers qui ne valaient vraiment pas la peine, qui va faire perdre du temps et de l'argent à l'État, quoi. Ensuite, après ce chapitre, avec Darmanin, toujours lui, Darmanin va organiser des fuites dans la presse, c'est qu'il va donner des documents classés... documents classifiés relevant du secret de la défense nationale qui vont se retrouver dans la presse avec des titres pompeux, parce que les journalistes vont accepter, avec des titres dans la presse qui disent que l'inquiétant virage radical des activistes écologiques, le Parisien 20 décembre 2022, ce que dit la note du renseignement territorial sur les manifestations contre les violences policières. Voilà, comme BFM TV, Sainte-Oline, un an après les violences affrontements, le renseignement vigilant mais pas inquiet. RTL le 21 mars 2024, les renseignements craignent de nouvelles violences à Sainte-Oline. Donc Darmanin organise des fuites. Alors tous ces articles ont en commun de s'appuyer ou même d'avoir consulté directement une note du renseignement territorial ou de la Direction nationale de renseignement territorial. Cette propension à ce que ça se retrouve dans les médias des documents classifiés relevant du secret de défense nationale a fait tiquer certains au sein du renseignement français, où l'on cible le cabinet de Gérald Darmanin comme étant à l'origine des fuites organisées. Vous allez voir ce qu'ils disent les espions. Le pire étant que certaines de ces informations classifiées révélées provenaient des notes ayant le double timbre DNRT-DGSI. Ainsi, la diffusion dans le Parisien d'un article intitulé « La flamme olympique dans le viseur du soulèvement de la Terre » a profondément agacé la DGSI. Vous allez voir ce qu'ils disent, la DGSI. Publié opportunément le 25 octobre 2023, 2 semaines avant l'annonce de la décision du Conseil d'État sur la décision du soulèvement de la Terre, cela n'a pas été au goût des espions de Levallois-Perret, siège de la DGSI. Le service étant d'autant plus en colère que cette note commune résultait d'une information transmise par une source humaine, laquelle risquait d'être démasquée et n'avait pas été protégée comme il se doit. Cette pratique faisait d'autant moins sourire à la DGSI ou au service général de la défense de la sécurité nationale, le SGDSN, où l'on sait parfaitement que la violation du secret de la défense nationale est punie de 5 ans à 7 ans d'emprisonnement, à 75 000 euros à 100 000 euros d'amende. À force de voir des documents classifiés être directement cités dans les articles des journalistes, les agents de la DGSI et de la DRPP, la préfecture de police, se racontaient entre eux la même blague. Donc, vous voyez, ils en rigolent de Darmanin. Avec Gérald Darmanin à l'intérieur, il est préférable de garder les informations pour soi que de les partager avec la DNRT pour qu'elles se retrouvent dans la presse le lendemain. Oh puis là j'ai rigolé. C'est pas mal ce qu'ils ont écrit là, les auteurs du livre. Allez, on passe à autre chose. Qui est sur le terrain. On y apprend en fait que Macron, on est dans les années, avec les gilets jaunes, c'est en rapport avec les gilets jaunes, on apprend que Macron à cette époque-là, il a une peur bleue des gilets jaunes. En fait, il a peur qu'ils viennent envahir l'Élysée. Ça peut paraître fou, mais c'était vraiment la terreur pour lui, quoi, vis-à-vis des gilets jaunes. Et donc c'est une demande très sérieuse, quoi. Et en fait, il y a une personne qui est la patronne des renseignements territoriaux, qui s'appelle Lucie Roland. Elle va en faire les frais. Parce que, en fait, ce que reproche Macron, ce que reproche Gérald Darmanin, c'est une ancienne, comment dire, attendez, que je retrouve. Donc, c'est
c'est une ancienne sous-directrice du terrorisme à la DGSI. Donc c'est quelqu'un de sérieux, quoi. Il lui reproche sa gestion de la crise des Gilets jaunes. Mais elle dira toujours, moi j'ai pas une boule de cristal, ce qui est la vérité, quoi. Parce qu'en fait, les Gilets jaunes reprochaient les 80 km/h, il y avait plusieurs sujets que les Gilets jaunes n'aimaient pas, quoi. Et on connaît les revendications des Gilets jaunes, elles sont légitimes, quoi. Et donc ils vont la remplacer, et ils vont la nommer par un type qui est le directeur général de la police nationale, Frédéric Vaux. Alors, il avait une mission de Gérald Darmanin, c'était de fouetter le cul de la bête. La bête, il voyait les gens du rassemblement territorial comme des bêtes, quoi. Donc il voulait les fouetter. Pour faire quoi, je sais pas. C'est ce qu'on raconte dans le livre, quoi. C'est ce qu'ils disent, quoi. Donc, à l'Élysée, ils expliquent que quand tout cela a éclaté, nous sommes fadés toutes les notes du SCRT, dans le rassemblement territorial, indique un ancien conseiller de l'Élysée. Celle-ci comprenait tous les signaux avant-coureurs, la colère sous les 80 km/h, le sentiment de déclassement, voilà quoi. Voilà quoi, c'est pour ça que Lucie Roland, elle a dégagé, enfin ils l'ont fait dégager quoi. C'est pas de sa faute, hein. C'est la politique qui fait que les gilets jaunes existent. S'il n'y avait pas tous ces problèmes sociaux dans notre société, ça n'arriverait pas quoi. Enfin voilà quoi, donc il y a quelques chapitres, hein, je vous ai dit, hein, des sujets comme ça. C'est 1 page et demie, hein, ce problème avec le rassemblement territorial. Ça fait rigoler quoi. Moi j'ai aimé l'humour des auteurs du livre quoi. Alors, pour ce qui est des ingérences étrangères, c'est ce qu'on voit dans le livre. Alors, on a dans le plan national d'orientation du renseignement plusieurs niveaux, P1, P2, P3. P1 c'est le plus haut niveau et il y a plusieurs pays. Il y a la Turquie, l'Iran, la Chine et la Russie. Ce sont les pays les plus hostiles point de vue renseignement vis-à-vis de la France. Quoi. Donc c'est ce classement-là. Et donc il y a la direction des opérations, la DGSE, qui veut passer à l'offensif, qui veut des opérations sur le terrain, dans le cyberespace. Et donc elle propose passer à l'action, quoi, d'être offensif. Et vous avez Pierre Aramier qui, lui, freine, ne veut pas entendre parler d'opérations offensives contre ces pays. Et donc, qu'est-ce qui se passe, par exemple? Ce qui se passe, c'est que la DO, la direction des opérations de la DGSE, va court-circuiter Bernard Rémier, va directement proposer ses actions au chef d'état-major, au secrétaire général de la Défense nationale, lors du Conseil de sécurité nationale aussi. Et donc, Macron, il est content parce qu'il y a quelque chose, il y a de la matière à faire, quoi. Donc, il est pour Macron pour passer à l'offensive contre ces pays-là, quoi. Alors, il faut savoir aussi que la menace iranienne contre-prolifération, Macron, par exemple, va créer une cellule qui s'appelle cellule Sekhmet, qui fait référence à la déesse égyptienne. Il va réunir le TRACFIN, la DGSI, le renseignement militaire, et ils vont essayer d'entraver l'Iran pour pas qu'il y ait l'arme nucléaire, quoi. C'est ce que je vois, quoi. Alors, toujours dans les ingérences, on a un nom qui revient, c'est Raffarin, si vous connaissez l'ancien Premier ministre. Alors lui, il a une proximité avec les Chinois, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est comme un porte-voix de la Chine, quoi, en France, quoi, Gérard Raffarin. Et à ce titre-là, on voit que dans le livre, il y a quelqu'un du CNCTR, alors je ne sais pas quoi, du CNRLT, qui va l'appeler et va lui reprocher d'avoir dans son entourage des mecs des services secrets chinois. Et lui, Raffarin, il dira que je connais tout ce que vous me dites, il n'y a aucun risque que je puisse me faire manipuler, lui répond en substance Jean-Pierre Raffarin. Ce que j'ai dit dans le livre, donc les propos ne convainquent pas franchement le maître espion qui a également dirigé au début des années 90 la direction de surveillance du territoire, et pour cause, le nom de l'ex-premier ministre est devenu l'un des plus ardents défenseurs de Pékin en France. Voilà quoi, depuis quelques mois en fait, voilà, ce mec Jean-Pierre Raffarin, c'est comme le porte-voix de la Chine quoi. Même moi, quand je l'entends à la télévision parler de la Chine, c'est pas possible. Quand on se dit, en fait, on dirait un ambassadeur, quoi. Il défend toujours la Chine, quoi. Et dans son entourage, il y a des gens du MSE, de Guambu. Ils sont des interlocuteurs réguliers de la Fondation Perspective Innovation. En fait, ce qu'ils font les politiciens, c'est créer une association d'amitié France-Chine, France-Iran.
Et en fait, c'est comme un espace de lobbying. Et ils font du lobbying pour ce pays-là, quoi, pour l'Iran, pour la Chine, quoi, en France, quoi. C'est ce qu'on retient. Il y a aussi dans les ingérences étrangères, il y a une sénatrice française qui entretenait, voilà, mais elle a entretenu à l'époque une liaison avec un officier de renseignement iranien. Donc là aussi, la relation va être interrompue grâce à la DGSI, puisqu'on voit dans le livre, quoi. Voilà, quoi, pour les histoires. Mais en lisant les livres, c'est un peu plus creusant, quoi. Voilà, quoi. Avec les Chinois, on a aussi Dominique de Villepin, qui fait beaucoup de voyages en Chine, est invité à des congrès chinois. On ne voit pas ça, ces images à la télévision française. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il parle aussi du pognon. Il y a aussi l'ancien Premier ministre de Sarkozy, Nicolas Sarkozy, là. Celui-là, il est chez les Russes. Il parle de l'argent des Russes. Il y a beaucoup de politiciens, d'anciens premiers ministres, d'hommes politiques qui parlent de l'argent des pays étrangers. Dans des entreprises étrangères aussi, ils sont au conseil d'administration russe, ils touchent de l'argent de la Russie, de la Chine. Il y en a plein comme ça. Hein. Si on creuse tous ces gens-là, on se pose des questions. Hein. Alors, pour les Chinois, il y a des plans secrets. Hein. C'est ce qu'on voit dans les livres. Je vais vous citer quelques extraits. Durant le premier quinquennat de Macron, l'exécutif va également tenter de mettre sur pied un plan d'attaque ultra-conventionnel sur la Chine. L'idée est de doter le gouvernement d'une véritable stratégie face à l'expansionnisme chinois croissant et aux menaces qu'il charrie. Cyberattaques, rachat d'entreprises et ingérence dans la recherche. Tous les 15 jours, le secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale va rassembler à son siège, à l'hôtel des Invalides, les représentants des différents ministères, dont Martin Briens, directeur du cabinet de la ministre des Armées, Florent Parly, Nicolas Roche, qui chapeaute les affaires stratégiques du Quai d'Orsay. Dans le sillage de ces deux poids lourds, une petite équipe développe une approche audacieuse qualifiée de junasienne. Il s'agit d'opérer en miroir de la Chine, garder en façade des rapports normaux avec les Chinois, suivant une logique très diplomatique, mais rien ne s'interdire dans le clair-obscur du renseignement. Œil pour œil, dent pour dent, qui peut passer par des opérations clandestines, notamment l'entrave, par exemple, sur le sol africain du secteur de télécommunications. Alors, ils ont une idée, en fait, c'est de recruter des salariés du Huawei, des officiels chinois sur le continent africain, parce qu'en fait, ils ont difficile à recruter des gens de l'autre côté en Chine, parce qu'en fait, quand ils sont là-bas, les services chinois ils sont derrière leur cul, quoi. Ils ne les lâchent pas, les officiers français. Donc c'est difficile d'opérer dans ces pays comme en Russie. Le FSB, il est sur votre cul 24 heures sur 24, H24, quoi. Ils ne vous lâchent pas. Donc ils vont aller sur le terrain africain, où là, c'est plus facile d'avoir des sources humaines, parce qu'en Afrique, il y a beaucoup de dictateurs. On se promène comme un petit oiseau libre dans l'air. On peut opérer, on peut recruter un général pour quelques billets là-bas, c'est très facile. Voilà quoi, donc ils sont là-bas très actifs, donc, mais les opérations offensives ne vont pas se faire. Voilà quoi, c'est ce qu'on dit dans le livre. Alors il y a quelqu'un qui dit que c'est très compliqué d'aller recruter des sources à Pékin, car les services locaux ne vous lâchent pas, tellement un espion français. Donc on cible automatiquement les pays du tiers-monde et l'Afrique, un terrain qui connaît bien la DGSE quoi. Alors les Russes sont présents aussi en Afrique, hein. Donc un espion qui dit qu'il ne faut pas se raconter d'histoire et se voir plus beau que ce que l'on est. Nous n'avons que très peu de bonnes sources humaines sur ces deux pays, sur la Chine et la Russie, quoi. Alors il y a un partenariat qui existe entre la DGSE et la direction du renseignement militaire avec la General Intelligence Agency de Mongolie, unique service de renseignement du pays. Ça lui permet de disposer de renseignements techniques de qualité s'agissant de la Russie et de la Chine sur ces deux pays frontaliers, quoi. Voilà, quoi, c'est vraiment bizarre, quoi. Alors, on dit aussi que les sources concordantes, la plupart des plans les plus offensifs envers la Chine sont néanmoins restés lettres mortes, victimes de la frivolité de certains, notamment à l'Élysée. L'Élysée, elle a peur, hein, comme je vous ai dit, la Russie et la Chine, ils ont peur de la Russie et la Chine, quoi. Et de l'invasion de l'Ukraine. Donc, en fait, ils disent que depuis l'invasion de l'Ukraine, toutes les ressources satellitaires, imagerie, sont réorientées sur la Russie et l'Ukraine, quoi. Voilà, quoi. C'est ce qu'on dit, quoi. Dans le livre, qu'il y a un problème avec Alger, parce qu'elle essaie de kidnapper des ressortissants algériens ou français, sur le territoire français, des influenceurs, quoi, pour les ramener en Algérie. Donc, ils sont dans le collimateur de la DGSI. Dans le plan national d'orientation du renseignement en 2023, on a promu Rabat, par exemple, aux côtés de la Turquie au niveau P2, donc c'est le deuxième niveau, il y a 3 niveaux au total.
Le deuxième niveau de menace, quoi. Donc si la Russie, la Chine et l'Iran figuraient en P1, l'Algérie, elle, était classée en P3. Parce que, en fait, toutes les opérations d'Alger d'enlèvement, kidnapping sur le territoire français échouent, quoi. Quasiment, quoi. Et heureusement que c'est des pieds nickelés, quoi. Les Algériens pour kidnapper des personnes en France, quoi. Donc on voit, en fait, dans ce livre, bon, il y a un chapitre sur l'ingérence étrangère dans le cyberespace. On voit un président influenceur. On parle de Rafale pris dans la guerre informationnelle indo-pakistanaise. On explique un peu qu'est-ce que fait la partie pakistanaise en disant que les avions chinois ont abattu les avions Rafale. C'est la réalité. Mais on n'a pas accès à Rafale, donc voilà quoi. On peut pas se prononcer sur quelque chose qu'on n'a pas vu. On n'a pas vu de rapport. Qu'est-ce qui s'est passé avec le Rafale, par exemple. Mais ça, c'est la guerre informationnelle chinoise, en faisant passer les avions chinois mieux que les Rafales, alors que c'est tout faux. Voilà quoi. On a un temps d'avance encore dans l'aviation par rapport aux Chinois quoi. Alors donc on raconte qu'un Rafale s'est bien écrasé lors de l'affrontement, mais surtout l'armée indienne n'a jamais transmis au constructeur Rafale d'assaut aviation des données qui pourraient permettre de mieux connaître l'incident et donc de déminer les offensives informationnelles hostiles. Donc on fait appel à des influenceurs sur internet pour rectifier un peu ce que disent les panchouks chinois quoi. Voilà donc moi, j'ai lu le livre, quoi. Mi figue, mes raisins, voilà, quoi. Bon, je vous ai dit, hein, tout ce que je vous ai dit là, c'est tout ce qui est le plus intéressant, quoi. Mais tout le restant, ça reste de l'actualité journalistique dans les journaux qu'on peut trouver dans les médias, quoi, dans les kiosques, voilà, quand on regarde la télévision, par exemple. Moi, j'ai fini pour ce livre, hein, je vais passer au prochain livre. Voilà, donc je vous dis à la prochaine!